Je m'appelle Tristan Lejeune, je suis millionnaire à 26 ans et ma femme, ma fille, ma mère, ma sœur, ma grand-mère, aucune femme de mon entourage n'a aucune idée de ma situation financière. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut protéger les femmes de leurs propres tendances dépensières, qu'on pourrait qualifier d'outrancières pour certaines, comment elles perçoivent véritablement l'argent et pourquoi c'est important de ne jamais parler d'argent avec les femmes en règle générale. Je n'ai rien à vous vendre, cette chaîne YouTube me sert simplement de plateforme publique pour réaliser mes carnets de bord personnels. Alors, le contexte. 99% de l'audience de cette chaîne YouTube est masculine. Vous êtes des hommes, vous comprenez la notion de généralisation. Si je vous dis, en général, les hommes sont plus grands en taille que les femmes, vous me répondez, oui, c'est vrai, en général, les hommes sont plus grands que les femmes. Si j'avais une audience 100% féminine sur cette chaîne YouTube, on m'aurait répondu: «Non, mais attends, tu peux pas dire ça, ma sœur fait 1,82 m et ma mère est quasiment la plus grande à son boulot et puis ma grand-mère était plus grande que son mari, donc tu peux pas dire que les hommes sont plus grands que les femmes». Voilà. Incapacité féminine à se projeter en dehors de sa réalité égocentrée. Et ça n'est pas un bug, c'est une feature. C'est grâce à cet égocentrisme profond qu'elles peuvent se focaliser et s'obséder sur la survie de leurs enfants et les impératifs de leur propre survie, sans se laisser submerger émotionnellement par le réel. Cela étant dit, par bienséance et preuve d'intelligence collective, personne ne va commenter sous cette vidéo: «Non, mais attends, ma cousine, elle est super stable avec l'argent, alors que son mec fait n'importe quoi, gna gna». Ok, personne ne fera ça au risque de prouver que vous entrez dans la marge d'erreur. Il y a des généralisations indispensables dans cette vidéo. Si 90 pommes sont empoisonnées dans le panier, mais que 10 pommes sont bonnes, eh bien vous allez simplement décider de n'en manger aucune, au cas où vous tombiez sur une des pommes empoisonnées. Si 90% des femmes sont parfaitement instables et incapables de partager ni d'adopter une vision parfaitement calquée sur la vôtre en ce qui concerne l'argent, eh bien vous allez simplement décider de ne pas parler d'argent avec les femmes, avec aucune. Juste au cas où vous tombiez sur l'une d'entre elles qui est complètement instable et qui ne comprend pas vos notions d'argent, d'investissement, d'économie et de gestion monétaire, simplement. Parce que le ratio risque-bénéfice est de 9 pour 1 en ce qui concerne le fait d'échanger au sujet de l'argent avec une femme. Et encore, on reviendra sur les bénéfices euh, du fait d'échanger sur l'argent avec les femmes. Je vais vous parler d'abord de mon expérience personnelle parce que c'est quand même le but de cette chaîne. Comment ma relation aux femmes a évolué à mesure de la croissance de mon patrimoine. J'étais en couple de mes 15 ans jusqu'à mes 20 ans avec une femme française. Sa famille était 3 à 4 fois plus riche que la mienne et elle a toujours eu plus d'argent, elle, que moi. Jusqu'à 18 ans, l'argent, c'est un quasi non-sujet dans les couples. De 15 à 18 ans, les 3 premières années, c'est chacun paye à hauteur de ses moyens. Souvent, c'était elle qui avait plus que moi. Parfois, c'était moi qui avais plus. Et il n'y a pas d'histoire de compte commun, de mutualiser, de faire de calculs. Non, c'était relativement naturel. On s'est installés ensemble à 18 ans et à ce moment-là, on a fait 50-50 sur les charges fixes, c'est-à-dire le loyer, les courses, Internet, l'électricité, l'eau et tout ce que l'on consomme ensemble finalement. Puis elle payait 90% du reste, c'est-à-dire les restos, les sorties, les extras, etc., etc. Ma vision, c'est que même si je gagne peu, je dois épargner, tant pis, on ne sort pas. C'est-à-dire, de mes 18 à 20 ans, je gagnais peu d'argent, mais il fallait épargner, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je respectais l'argent et j'ai compris que ça comptait et qu'il fallait le compter très jeune dans ma vie. Donc, l'idée, c'était, OK, je gagne à ce moment-là probablement 600, 700 euros par mois. Les charges fixes que l'on mutualise, pour ma part, sont probablement autour de 400, 450 euros par mois. Le reste, je vais l'épargner le plus possible. Sa vision à elle, c'était: je gagne pas assez d'argent pour épargner, elle gagnait plus d'argent que moi à cette époque-là. Je veux qu'on profite, donc on sort quand même. Tant pis, je paye pour nous deux. Et c'est respectable, c'est ça, c'est son choix, pourquoi pas. Donc, elle était malgré ça, évidemment, tout le temps au bord du découvert. Et pendant ce temps, par ma gestion millimétrée et un style de vie frugal, j'ai réussi à épargner un peu plus de 2000 euros en 2 ans.
Elle ne m'a jamais posé de questions sur mon argent, il n'y a jamais eu de discussion sur le sujet, jamais de «Ah, est-ce que tu peux payer ça Tristan, s'il te plaît?» parce que c'était très clair dès le début. Je préfère vivre une vie monastique où l'on couvre les charges fixes et où le reste est épargné, point barre. Délégation, autorité, gestion masculine, des limites très claires. On n'a pas les moyens d'aller au resto, on ne va pas au resto, basta, parce que je veux pouvoir épargner 150, 200 euros par mois, c'est comme ça. Alors que elle, c'était si je gagne de l'argent, tant pis si je finis à découvert, je veux profiter, je veux qu'on puisse sortir, donc on sort. Très bien. Cette relation s'est terminée. Ensuite, j'ai vécu des relations qu'on considérera comme éphémères de 20 à 22 ans. De 20 à 21 ans, je travaillais 80 heures réelles, pas 80 heures de vos influenceurs business sur Internet, 80 heures réelles par semaine sur mon entreprise, sur le développement de mon entreprise. Je n'avais donc aucune libido, aucun intérêt autre que celui de la croissance de ma boîte à ce moment-là. De 21 à 22 ans, j'ai eu des relations éphémères qui vont de quelques heures à quelques jours maximum. En ce qui concerne la perception de richesse, je m'étais acheté avec quasiment tout l'argent que j'avais gagné une Rolex à 13 000 euros à ce moment-là. Donc, on pourrait dire, voilà, la première apparition, ce qu'on va considérer comme étant michto, pouvait être liée au fait d'avoir une Rolex à mon poignet, même si en vérité, c'est largement, et j'insiste là-dessus, c'est largement, largement surcoté l'effet qu'une montre chère peut avoir chez la plupart des femmes. Donc j'ai payé évidemment des dates un peu chères, 100, 150 $, mais rien de plus. Une seule fois au cours de cette période, de 21 à 22 ans, j'ai mentionné ce que je faisais en laissant plus ou moins sous-entendre mon niveau de revenu. Et c'est sorti sur une phrase d'insécurité, comme pour prouver à cette nana que je méritais d'être là. Et c'était mauvais, une mauvaise décision à ce moment-là. Depuis ce moment-là où j'ai senti que je perdais les pédales et que je me servais de l'argent et de mon activité professionnelle pour essayer, entre guillemets, d'impressionner une femme ou de légitimer le fait qu'on soit ensemble en date, eh bien, j'ai compris ma leçon, j'ai pris mon erreur immédiatement et depuis, j'ai toujours créé la narrative selon laquelle quand une femme me posait la question sur mon activité professionnelle et donc sur l'ampleur potentielle de mes moyens financiers ou de mon statut social, j'ai toujours dit que j'étais gérant du rayon fruits et légumes dans le supermarché local du coin sans jamais mentionner la nature de mes activités, en laissant planer le doute et en étant suffisamment convaincant pour flouter le sarcasme. C'est peut-être qu'il est vraiment gérant du rayon fruits et légumes. Non, c'est pas vrai, il dit ça parce qu'il a un boulot duquel il ne peut pas parler ou alors il veut juste rigoler. Mais c'est comme ça que ça se fait depuis que j'ai 21 ans et demi. Et puis, immédiatement après, je recadre la discussion sur un autre sujet. Donc, balayer immédiatement d'un revers de la main le sujet de mon activité professionnelle et de l'argent. Et si une femme s'obstine là-dessus, soit elle veut plumer un pigeon, ce que vous êtes probablement, si elle s'obstine et que vous finissez par lui dire la vérité, soit vous êtes incapable de susciter l'intérêt réel par rapport à votre personnalité et vous vous laissez juste définir par la quantité d'argent que vous avez, le statut social qui est lié à votre travail ou le niveau de revenu que vous avez, auquel cas vous n'arrivez pas à susciter d'intérêt réel par juste votre personnalité et vous sentez presque obligé de l'idée avec l'argent. Et très souvent, quand vous rencontrez des femmes qui sont très insistantes sur votre niveau de revenu, votre statut social, quel travail vous avez, combien de patrimoine vous avez, où est-ce que vous vivez, dans quel type d'appartement, quel véhicule vous avez, etc. Eh bien, c'est parce que vous avez très souvent l'idée, l'interaction avec un point d'origine monétaire avant tout, en disant, voilà, ma valeur majeure, ce qui me définit en tant qu'individu, c'est la quantité d'argent que j'ai accumulé et par voie de conséquence, de laquelle tu vas pouvoir bénéficier. Après ça, j'ai eu deux relations de quelques mois, donc de 22 à 24 ans, avec une Israélienne et puis avec une mixed race allemande cambodgienne. L'Israélienne venait d'un foyer avec 3, 4 millions de net worth. Je l'ai ramené dans un hôtel pourri, sans fenêtre, à Manille, où je suis resté pendant 10 jours, au moment où je l'ai rencontré, parce que je m'étais fait arnaquer par Booking, évidemment. Enfin, en tout cas, un hôtel m'a arnaqué par le biais de Booking, et j'ai décidé de rester dans cet hôtel plutôt que de changer. Donc, malgré ce premier filtre d'intérêt, c'est-à-dire qu'elle vient dans l'hôtel miteux, sans fenêtre, c'est qu'elle n'est pas là pour l'argent, évidemment. Eh bien, les mois suivants, j'ai laissé percevoir un niveau de richesse proche de ma réalité, c'est-à-dire 10, 15 000 balles par mois à l'école, à l'époque, pardon, alors qu'elle gagnait 2 000 euros par mois. Et il y a eu deux erreurs massives dans cette relation. Une fois, à Tel Aviv, elle m'a proposé de payer pour le dîner. On était au restaurant et c'était un dîner à 100, 110, 120 euros. Et elle m'a proposé de payer. Et j'ai refusé. Elle me dit voilà, ici ça se passe comme ça. Des fois les femmes payent, des fois c'est les hommes, des fois on partage, etc. C'est normal. Et j'ai répondu par grande mégarde
que ça n'est pas normal si je gagne 10 fois plus qu'elle. C'est normal si tu es avec quelqu'un qui a à peu près le même niveau de revenu que toi, mais là, je gagne 10 fois plus que toi, je ne vais pas te laisser payer pour le restaurant. C'était une énorme erreur et aujourd'hui, je la laisserai évidemment payer avec tout ce que je sais sur la relation des femmes à l'argent. Donc, la leçon également que je connais maintenant, mais que je ne connaissais pas à l'époque, c'est qu'une femme s'investit toujours dans la relation en proportion de ce qu'elle y investit, pas en proportion de ce que vous investissez pour qu'elle y reste. Et ça, c'est absolument capital. J'ai mis des années à le comprendre. Aujourd'hui, ça se vérifie absolument à chaque fois. Et une autre fois, j'ai fait une autre erreur avec cette femme à Cluj-Napoca, en Roumanie. Je mangeais au restaurant avec elle et un couple d'amis. Et il sort devant elle. Bon, pour les gars comme toi qui gagnent 20 000 euros par mois, dans une phrase un peu innocente, eh bien, elle a entendu cette phrase parce qu'il y avait un blanc et les femmes ne parlaient pas. Donc, elle a entendu cette phrase et après cette soirée, elle n'a plus jamais proposé de payer quoi que ce soit, puisqu'elle a eu la validation qu'effectivement, je gagnais bien beaucoup d'argent. Et puis, avec la germano-cambodgienne, je n'ai pas bien calibré le niveau de dépense en sortant manger en extérieur quotidiennement plutôt que de laisser cuisiner, en lui demandant de chercher un logement pour le trimestre suivant avec un budget de 1 100 € par mois, alors qu'elle gagne 250 € par mois. Donc, s'il fallait refaire les choses avec elle, je gérerais mon approche à l'argent et la façon dont je lui communiquais mon niveau de richesse très différemment aujourd'hui. Et enfin, la partie qui nous intéresse, la relation avec ma femme actuellement. Évidemment, je l'ai rencontrée au moment où j'étais plus riche que je ne l'ai jamais été auparavant. Et paradoxalement, fort des leçons du passé, c'est aussi le moment où je paraissais le plus pauvre que je ne l'ai jamais été. Pauvre, évidemment, dans le sens proportionnel à ma réalité du terme. Donc, voici la situation actuelle. On vit dans un appartement dont le loyer coûte 4,5 fois son salaire. Elle connaît mon activité professionnelle et le succès relatif de mon entreprise. À elle, au début, je lui ai dit que j'étais gérant du rayon fruits et légumes, et puis petit à petit, je lui ai évidemment dit la vérité sur mon activité professionnelle. Elle n'a, elle ne m'a pardon, jamais vu faire de dépenses extravagantes, tout simplement parce que je n'en fais pas. Elle perçoit parfaitement ma tendance à exiger le meilleur rapport qualité-prix pour ce que j'achète. Je recadre régulièrement les situations en m'indignant un peu exagérément du tarif de certaines choses pour ancrer sa perception de ma richesse. Par exemple, je loue une voiture dans 15 jours et la location coûte 500 $ la semaine. Pour moi, avec mon niveau de patrimoine, il n'y a aucune raison de s'indigner pour 500 $. Mais pour garder l'ancrage et la perception qu'elle a de l'argent et la réalité de ce qu'est l'argent en pratique dans le pays dans lequel on vit, je m'indigne de façon un peu exagérée vis-à-vis du prix de la location de cette voiture. Et elle a évidemment la réaction parfaite. Elle dit non, on n'est pas obligé de louer ce SUV, on peut louer cette voiture qui coûte seulement 200 $ la semaine. Et voilà, le but de ces manœuvres, c'est de garder l'ancrage sur la réalité, la valeur réelle qu'a l'argent. Elle ne réclame jamais rien puisqu'elle n'a jamais rien si elle réclame et son salaire est quasiment de l'argent de poche puisque je couvre l'intégralité des coûts fixes de la famille. Elle ne reçoit rien sans raison parce que je mets un point d'honneur à préserver son enthousiasme naturel quand je lui offre un livre ou des fleurs et c'est extrêmement important. La sensibilité à ces stimulations est extrêmement facile à brûler chez une femme et il faut faire très attention à ça. Elle bénéficie évidemment d'un style de vie largement au-delà de ses propres moyens et le prix à payer pour elle est inexistant puisque, à titre d'exemple, pour ses amis qui sont aussi en couple, eh bien, elles doivent s'occuper de la maison, faire à manger, faire le ménage, aller faire les courses, etc. Alors que nous, on a une assistante qui gère tout, elle s'occupe uniquement des enfants. Donc, je considère actuellement cette relation comme étant un équilibre parfait, mais qu'il faut travailler consciemment et constamment à maintenir telle qu'elle. La plupart des hommes qui montrent, étalent et parlent d'argent avec les femmes le font depuis un point d'origine d'insécurité, pour compenser une perception d'asymétrie dans la relation. L'idée, la perception ancrée, c'est elle a plus de valeur que moi, elle est quand même super jolie, elle est intelligente, elle a un meilleur niveau d'études, elle a l'air de venir d'une bonne famille. C'est pas normal qu'elle soit avec un mec comme moi, donc je dois montrer que je suis au niveau, j'abonde avec mon argent pour noyer le poisson. Je le montre, j'en parle, je le dépense, j'en fais le centre de ma valeur en tant qu'homme. Et la vérité, c'est qu'elle le sente. Parce que la confiance simulée sonne faux. La surcompensation par l'argent se sent et se voit. À plusieurs reprises, quand j'avais plusieurs centaines de milliers de dollars à mon nom, j'ai emmené des filles au McDo en date. J'ai dit qu'on était le 15 du mois et que je n'avais plus d'argent, donc il fallait qu'elle apporte des ramen et qu'elle cuisine à la maison, qu'on ne pouvait plus aller au resto ce mois-ci. Des dizaines de fois, j'ai dit
trouve des activités gratuites à faire, c'est la crise au supermarché, ils ont réduit mon salaire, je vais devoir commencer à voler les oranges et les vendre sur le trottoir. Voilà, ce genre de reframing. Ça filtre, c'est puissant. Alors, il rigole pas, il est sérieux, je sais pas, c'est marrant quand même. Puis il a raison, on peut aller se promener au parc ou à la plage sans payer un beach club, c'est génial, ça va être marrant. Ok, c'est du framing et c'est important de le faire régulièrement. Les types qui se font plumer sont faits pour se faire plumer. La limitation, maintenant, c'est que je pense qu'il y a une notion d'inné là-dedans, dans tout ce que je vous raconte. Je ne me suis jamais fait avoir parce que j'élimine immédiatement les filles que je sens prédatrices, qu'on appellera misto. Je stoppe très rapidement si j'ai un doute, je définis un cadre très rapidement et en début de relation, j'ai une batterie de tests pour me rassurer. Alors maintenant, si vous avez pensé beaucoup d'argent dans la relation, mais que ça semble à sens unique, eh bien, en proportion de son salaire, vous devez lui demander, vous devez faire passer des tests comme ceci. Tiens, est-ce que tu peux aller m'acheter une bouteille d'eau, s'il te plaît, pendant que je passe un appel? Si elle vous dit OK, donne-moi ton portefeuille, c'est no go. Vous avez demandé à ce qu'elle aille acheter une bouteille d'eau, ça coûte 50 centimes, 1 euro, elle peut vous acheter une bouteille d'eau. Vous pouvez dire, mince, j'ai oublié la bonne carte de crédit à la maison, donne-moi la tienne s'il te plaît pour que je fasse le plein d'essence. Si elle demande, ah, euh, ok, mais est-ce que tu vas me rembourser? C'est no go. Si vous avez dépensé 300, 400, 500, 600 euros depuis 2 mois pour elle, elle peut et elle doit vous payer un plein d'essence à 50, 60, 70 euros. Sans demander, est-ce que tu vas me rembourser? Non. Si elle veut un plat plus cher que le vôtre au restaurant, vous dites, non, non, c'est trop cher, prends plutôt ça, c'est très bon. Et les seules bonnes réponses sont d'accord, pas de problème, je te fais confiance. Ou alors, t'inquiète pas, je vais payer le repas ce soir, j'ai vraiment envie de prendre ça. Rien d'autre n'est acceptable. Une crise pour dire ah non, mais moi j'ai vraiment envie de prendre ça, c'est inacceptable. Pour mon anniversaire, après 4 mois ensemble, ma femme m'a fait une surprise d'un week-end dans un hôtel avec spa, massage, restaurant. Le cadeau lui a coûté 2 fois son salaire mensuel. En cumulé, j'estime avoir dépensé pour elle une somme équivalente sur les 4 premiers mois ensemble, son cadeau d'anniversaire inclus, ce qui représentait 3% de mon salaire mensuel total. C'est-à-dire qu'en proportion, sur les 4 premiers mois de notre relation, elle a dépensé pour moi 66,67 fois plus d'argent. Par-delà maintenant les anecdotes et l'expérience personnelle, il faut absolument comprendre et intégrer que vous ne pouvez pas reprendre après avoir donné à une femme. Si vous établissez un certain niveau de dépense, c'est la norme. Si vous créez un ancrage financier, c'est la norme. Et c'est beaucoup plus facile de vivre sans connaître que de vivre après avoir connu. Tant que vous n'avez pas voyagé en business class, l'économie est supportable. Une fois que vous avez voyagé en business class, l'économie paraît insupportable. Alors attention au cadre dès le début des relations, dans ce que vous décidez de montrer de votre patrimoine, de votre niveau de revenu, de votre pouvoir d'achat, de votre style de vie, etc. Faites très attention dès le début. Une fois que c'est dévoilé, c'est quasiment impossible de faire marche arrière. Donc, quels intérêts réels de parler d'argent avec une femme et pourquoi je suis aussi catégorique sur le sujet? Première situation, premier scénario, vous avez le même niveau de revenu que votre femme. Dans ce cas, vous avez peut-être besoin de mutualiser les fonds pour des projets communs, pour payer un loyer ensemble, pour doubler vos capacités d'emprunt, faire un investissement immobilier. Là, c'est OK, évidemment, de parler d'argent avec votre femme, puisque vous avez le même niveau de revenu et vous devez absolument garder le cadrage. Et en bout de route, c'est vous qui tranchez, c'est vous qui prenez la responsabilité, c'est vous qui avez le choix décisionnel majeur sur comment vous allez allouer et gérer cet argent. Deuxième scénario, vous gagnez 2 ou 3 fois plus d'argent que votre femme. Dans ce cas, rapportez les charges fixes au prorata ou alors vous faites un x2 maximum. Si, par exemple, les charges pour votre foyer, c'est 1500 par mois, eh bien, vous payez 1000 et elle paye 500. Vous gérez le reste de votre salaire, c'est pour votre avenir. Elle n'a ni à savoir, ni besoin de savoir ce que vous faites avec le reste de votre salaire. Ce qui compte, c'est que vous payez les charges fixes au prorata du vôtre par rapport au sien. Et elle devrait déjà en être très contente. Le reste, c'est vous qui gérez, c'est votre responsabilité, c'est votre salaire. Elle n'a ni besoin de savoir, ni à savoir tout court. Vous laissez un flou là-dessus, vous dites, c'est bon, je gère, je fais des investissements pour notre futur. Point barre. Et troisième scénario, troisième situation, vous gagnez beaucoup
beaucoup plus qu'elle, c'est-à-dire plus que 4, 5, 6 fois que son salaire, eh bien là, elle ne paye probablement rien ou presque, parce qu'en proportion, c'est dérisoire, et là, c'est OK. Elle peut financer sa beauté, je suis plutôt partisan de ce truc-là, c'est-à-dire elle se paye ses propres cours de pilates, elle se paye ses propres épilations, elle se paye sa manicure avec son argent, avec son salaire, c'est son argent de poche. Vous ne parlez jamais d'argent, jamais de ce que vous avez, jamais de ce que vous gagnez. Vous ne parlez jamais de vos investissements, de vos idées d'investissement. Vous parlez uniquement d'argent quand ça implique des projets au sein desquels elle va participer. Par exemple, en 2025, j'ai le projet d'acheter un terrain et de faire construire une petite villa dessus. Elle vivra avec moi sur le terrain dans la villa. Donc, je l'implique dans les étapes du process, pas sur le plan financier, simplement sur son opinion. Je lui partage l'évolution du projet, duquel, au bout du compte, elle va bénéficier aussi. Donc, c'est normal dans ce cas-là. Également, aucune femme correctement éduquée ne devrait vous poser la question. Quand une femme vous demande combien tu gagnes, combien tu as, combien tu dépenses, etc., etc., vous devez recadrer immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu penses vraiment qu'on sera malheureux si on doit vivre tous les deux ensemble dans la petite maison de ta grand-mère? Vous faites du reframing immédiatement. Et si elle dit non, mais c'est juste pour savoir, spoiler, ce n'est pas juste pour savoir. Maintenant, les intérêts. Attends, Tristan, c'est important qu'elle sache, c'est ma femme quand même, on partage tout ensemble, on a des enfants ensemble, on vit ensemble, on est mariés, il faut vraiment qu'elle sache ce que je gagne, combien je gagne, où est l'argent, quand même, je lui fais confiance, gna gna gna. On oublie les 70% de divorce, on oublie le côté ressentiment, revanche après les divorces. Non, vraiment, je partage tout avec elle. OK. Alors, est-ce qu'elle va vous apprendre à mieux gérer l'argent une fois que vous lui avez partagé combien vous avez? Non. Est-ce qu'elle va vous donner des meilleures pistes d'investissement? Non. Est-ce qu'elle aura l'impression de mériter plus? Oui. Est-ce qu'elle va indexer son bonheur sur ce que vous dépensez pour elle? Oui. Est-ce qu'elle va en parler autour d'elle pour briller auprès de ses copines, en famille? Oui. Est-ce qu'elle va s'accaparer mentalement cet argent? Oui. Est-ce que vous venez de créer une incitation au divorce? Oui. Alors voilà, on refait la liste d'intérêts. Ah ben, il n'y a aucun intérêt et il y a des risques majeurs. Conclusion, ne jamais parler d'argent avec une femme. Parlez de votre argent uniquement avec des hommes en qui vous avez une véritable confiance. Évidemment, idéalement, qui ont le même niveau de patrimoine que vous ou plus élevé. Et ne sous-estimez surtout pas la jalousie que l'argent peut produire. N'utilisez jamais l'argent pour vous vanter, vous enorgueillir auprès de gens moins riches que vous. Vous allez créer du ressentiment, de la haine et potentiellement des représailles. Alors, à la limite, faites-le ici, anonymement en commentaire, parlez de votre gros capital pour décharger votre fierté d'avoir réussi. Je vous ferai une petite tape sincère dans le dos et vous pourrez retourner votre vie tranquillou dans l'anonymat. N'oubliez pas que cette vidéo était remplie de généralisations et n'oubliez pas que sans généralisation, on ne peut parler de rien et réfléchir à rien. Je vous invite à ne pas vous indigner en commentaire si votre QI est inférieur à 90 et je vous dis à bientôt.